Alors, je vous propose de commencer. Donc, tout d'abord, je vous dis bonjour, voire bonsoir, et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire sur les réseaux de chaleur à Paris-Ouest La Défense, spécifiquement les réseaux Généria. On en profitera bien sûr également pour parler de l'OPA Colline La Défense qui concerne une partie de la ville de Puteaux et de Courbevoie. Pour information, on est dans un cycle de webconférences qui vise à informer les habitants de Paris-Ouest La Défense de l'option réseau de chaleur sur notre territoire. Après un premier webinaire sur le réseau REM-Malmaison, on est aujourd'hui sur les réseaux généraux. Donc, le programme de ce webinaire sera comme suit. Donc, dans une première partie, une présentation de l'ALEC et de ses missions très rapide parce qu'on les répète assez souvent dans les webinaires qu'on anime. Ensuite, Monsieur Lemel, donc le directeur général de Généria, interviendra concernant donc le réseau Généria. On passera ensuite à la présentation du réseau, des réseaux de chaleur Généria, également de climatisation, vous le verrez, par Monsieur Frédéric Joseph d'IDEX La Défense. On passera ensuite à la présentation de l'OPA. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'OPA, c'est l'acronyme d'opération programmée de l'amélioration de l'habitat. Donc là, on parlera de l'OPA de Colline La Défense par Manon Sauvage d'Urbanis, qui est l'opérateur de cette OPA. Et on terminera par une session de questions-réponses. Donc, c'est pourquoi je vous invite tout au long de la présentation à utiliser le bouton discussion pour poser vos questions. Mon collègue Damien Callot sera là pour les sélectionner, les hiérarchiser et au moment des questions-réponses, il nous posera les questions en fonction des thématiques. Ce sera à tel ou tel interlocuteur, voire à nous aussi, Alec. Voilà. Et donc, rapidement, qu'est-ce que l'ALECPOLD? Donc l'ALECPOLD, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat de Paris-Ouest La Défense. Donc on est le service public de la rénovation énergétique. On est le service France Rénov pour la communauté d'agglomération de Paris-Ouest La Défense. Donc il y a toute une campagne de communication qu'on voit dans les médias et donc qui parle de France Rénov en général et en particulier de l'ALECPOLD pour le territoire de Paris-Ouest La Défense. Vous pouvez aller sur le site francerenov.gouv.fr, qui est le site global, mais qui renverra vers nous si vous êtes sur notre territoire. On est donc le guichet unique local de la rénovation énergétique, porté notamment par POLD, donc Paris-Ouest La Défense, la métropole du Grand Paris, et on a également pour partenaire, je vais laisser la vignette, l'ADEME, la région Île-de-France et l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. On est basé à la Garenne-Colombes, donc nos bureaux, notre agence est à la Garenne-Colombes, 53 rue de l'Aigle. On y accueille le public pour des conseils individualisés sur rendez-vous, bien sûr. Et on propose également un centre de ressources avec de la documentation que vous pourrez emprunter. Nos missions. Quel est le but de l'ALEC? L'ALEC, son but est d'accompagner les habitants de Paris-Ouest La Défense, qu'ils soient en copropriété, en maison individuelle, on s'adresse également aux petits tertiaires et également aux collectivités de notre territoire pour tous leurs projets de rénovation énergétique, quelle que soit la thématique, quel que soit le moment du projet, tant sur le plan des aides financières, le côté technique des choses, mais également très important sur la méthodologie. Et donc pour cela, on accueille, donc que ce soit individuellement ou ça arrive également qu'on accueille collectivement. On donne donc des conseils personnalisés et si besoin, donc s'il y a un besoin d'accompagnement bien plus poussé, au-delà d'une question ciblée, donc s'il y a vraiment besoin d'un accompagnement poussé, donc on propose tout un ensemble d'accompagnements. C'est pas la thématique aujourd'hui parce qu'on s'adresse aux copropriétés, mais il y a le Pass Réno Habitat qui permet l'accompagnement par l'ALEC des projets en maison individuelle et également le coach copropriété, donc on verra juste après concernant les copropriétés. Donc voilà, donc là c'est un peu le cheminement d'accompagnement qu'on propose. Comme je l'ai indiqué, on peut interagir quel que soit le niveau de maturation ou de réalisation d'un projet de rénovation énergétique, mais également on peut accompagner dans le long de l'audit énergétique jusqu'à la réalisation des travaux et à la prise de main des nouveaux appareils. Voilà. Donc, comme je vous l'indiquais, on a pour cela
un site internet qui s'appelle Coach CoPro. C'est un site internet qui est partagé par toutes les ALEC à l'échelle de la métropole du Grand Paris et de plus en plus à l'échelle nationale. Chaque ALEC a sa page, a son site local Coach CoPro. Donc le nôtre c'est pold.coachcopro.com, qui sert d'outil de mise en relation entre nous, ALEC, et les copropriétaires. Donc, ça facilite les échanges. En même temps, en s'inscrivant, la copropriété peut avoir accès à de la documentation qui est hiérarchisée également, parce qu'on a toujours cette idée, c'est de proposer et de faire comprendre ou faire garder en tête auprès des copropriétés qu'un projet en copropriété, c'est un cheminement, c'est une méthodologie. Donc, on a organisé les pièces et donc la documentation qu'il y a sur le site en fonction de l'étape dans laquelle se trouve la copropriété. Ça permet également, donc en s'inscrivant sur ce site qui est bien sûr, je ne l'ai pas dit, gratuit, hein, totalement gratuit, tout est gratuit. Donc ça permet une mise en relation avec les professionnels qui sont référencés sur l'annuaire Coach CoPro. Et voilà, donc vous avez une petite image du site internet et vous pouvez vous inscrire. On valide l'inscription et ensuite on déploie l'accompagnement. Pour information, j'ai mis la vignette en bas à gauche. Il y a le MOOC, donc c'est une formation en ligne qui est actuellement ouverte. Si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au 8 novembre, il me semble. Donc si vous voulez vous inscrire à cette formation sur la rénovation énergétique en copropriété, vous devez aller sur mooc-bâtiment-durable.fr. C'est une formation qui est également gratuite. Voilà. Donc, j'en ai fini avec la présentation de l'ALEC. Juste avant de passer la parole à Monsieur Lemel, en le remerciant de sa présence. L'idée aujourd'hui est de parler du chauffage. Et c'est la raison pour laquelle il est fondamental de parler du réseau Généria et également d'urbanisme, parce que au-delà du chauffage, et ça c'est important, et je remets ma casquette chargée de mission copropriété à l'ALEC, c'est qu'au-delà du chauffage, il est indispensable de réfléchir également à l'isolation des parois opaques. Donc parois opaques, c'est murs, toiture, plancher bas. L'un ne se fait pas sans l'autre. C'est vraiment quelque chose qui doit être réfléchi dans sa globalité. Voilà. Je passe la parole à Monsieur Lemel. Monsieur Lemel, c'est à vous. Bien, bonsoir à tout le monde. Donc, je suis François Lemel, le directeur général de Généria, le syndicat de chauffage et de refroidissement de la Défense. Je suis heureux de participer à ce cycle de conférences, notamment pour l'ALEC, puisque jusqu'en 2021, j'ai été directeur général donc, de Paris-Ouest de la Défense. Et avec les élus et le président, j'ai porté sur les fonds baptismaux l'ALEC, qui nous semblait revêtir un caractère essentiel pour la rénovation des logements. Ça n'a pas été simple et on a souvent raison dans l'adversité. La preuve, puisque depuis, l'ALEC a largement fait ses preuves et merci pour le travail qui a été accompli depuis l'affirmation donc, de l'ALEC dans le territoire. Je vais vous présenter Généria. Moi, j'ai pris mes fonctions de directeur général de Généria en 2018 à la demande de notre président, Monsieur Kosowski, qui est également donc le maire de Courbevoie. Et donc, j'exerce à la fois les fonctions de directeur général de Courbevoie et donc celle de Généria. Généria est une vieille dame ou un vieux monsieur, parce qu'on parle d'un syndicat, parce qu'il a été créé donc en 1965, en avril 1965, pour chauffer et refroidir, je n'utilise pas le mot climatisation, pour chauffer et refroidir donc le quartier d'affaires de la Défense, qui est basé sur deux opérations d'intérêt national, qui étaient en son temps pilotées par l'État. Depuis, la décentralisation est passée par là. Et maintenant, l'organisme qui gère le quartier d'affaires de la Défense, le périmètre, c'est Paris La Défense, donc président, et le président du conseil départemental donc des Hauts-de-Seine. Le syndicat mixte ouvert, donc Généria, créé en 1965, est composé donc, du département des Hauts-de-Seine et des trois communes donc, de Courbevoie, Puteaux et Nanterre.
le périmètre de Généria ne couvre pas l'intégralité des territoires, donc des 3 communes concernées. On est d'abord sur le quartier d'affaires et on s'est étendu au gré des demandes qui nous ont été formulées et on continue de réfléchir, on continue d'être sollicité par des villes qui composent le syndicat qui souhaiteraient qu'on aille plus loin chez elles, ou même d'autres villes limitrophes qui ne font pas partie donc, du périmètre de Généria. Généria, un petit ordre d'idée, c'est 4 millions de mètres carrés qui sont chauffés et refroidis. Voilà. Alors, je sais qu'on parle chauffage aujourd'hui, mais bon, il y a encore quelques temps, la climatisation représentait aussi un enjeu. Pour chauffer et refroidir, donc c'est 4 millions de mètres carrés. Nous avons donc 26 km de réseau de chaud et 20 km donc de réseau de froid. On chauffe et on refroidit donc 200 immeubles de bureaux et des hôtels. C'est forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui, quoique. Et on chauffe et on refroidit donc 12 000 logements. Pour chauffer et refroidir ces mètres carrés, nous disposons de 2 opérateurs via des concessions de services publics qui ont la compétence pour nous aider sur le sujet. On a une grosse concession, et c'est pour ça que Frédéric Joseph est présent aujourd'hui et interviendra juste après moi pour rentrer dans le détail technique. Une grosse concession donc, qui est confiée donc, à IDEX La Défense, anciennement Enertherm, qui a vocation à faire du chaud et du froid sur une grosse partie donc, du périmètre du quartier d'affaires, mais pas que, puisque, à titre d'exemple, ils ont aussi une extension donc, de leur réseau sur le nouveau quartier il y a quelques années maintenant, l'écoquartier des Bergères. Nous avons une deuxième concession qui ne fait que du froid, qui est confiée donc à une filiale d'EDF, d'Alkia, la SUC, et qui fait du froid à partir du pompage d'eau de Seine. Nous avons une troisième concession, plus limitée dans son périmètre, sur la ZAC Hoche à Nanterre, qui est confiée également à une filiale donc, du groupe IDEX, qui s'appelle Enerbiosa, et qui s'occupe donc du chauffage donc, d'environ 200 logements. Avec la crise des énergies, on voit que le réseau de chaleur prenne une acuité particulière. Ce matin, on était en réunion, on parlait d'interconnexion des réseaux entre eux. Et pour ce faire, les élus du syndicat, dès 2015, avaient anticipé la nécessité de mailler le réseau, de faire des choses ensemble. La Cour des comptes, dans un rapport récent, insistait sur la nécessité donc, de développer les réseaux de chaleur en France, qui n'étaient pas assez développés à son goût. On a vu que l'actualité nous a donné raison. Et en 2015, il y a eu un schéma directeur donc des réseaux des réseaux Généria qui a été conduit. C'est un schéma directeur, c'est un peu technocratique, mais enfin, c'est une réflexion de fond pour savoir ce qu'on voulait faire de notre réseau et aussi le verdir. On n'était plus à l'heure de chauffer au fioul lourd. Le gaz à l'époque coûtait pas forcément très cher. Il fallait trouver d'autres sources d'approvisionnement. On a tenté un peu toutes les opportunités, y compris la géothermie. La géothermie, ici, les degrés n'étaient pas forcément opérants. Il fallait descendre très bas. Il y a des territoires sur lesquels la géothermie est très bien, hein, je le dis bien volontiers. Par exemple, dans le sud du département, dans l'est de la région Île-de-France, dans le Val-de-Marne, ça marche bien. Ici, c'était compliqué. Et c'est là où IDEX, la Défense, nous a proposé donc une technologie novatrice qui n'a pas encore été déployée à grande échelle donc sur le territoire national. Et je parle sous le contrôle de Frédéric, mais je pense même que c'est une première en Europe. C'est de rétrofiter, entre guillemets. Le terme rétrofit, c'est très à la mode. Hein. On peut rétrofiter une Méhari, on peut rétrofiter un Solex, une mobilette. Voilà.
Donc, sauf que là, on est en train de rétrofiter une des plus grosses usines donc, de production de France, qui est basée donc, à Courbevoie, que dirige donc, Frédéric Joseph, avec des travaux conséquents. Quand je dis des travaux conséquents, c'est des travaux de l'ordre de 40 millions d'euros, donc c'est pas rien, hein, qui sont financés en partie par le concessionnaire, par le syndicat, par le Fonds Chaleur. Le Fonds Chaleur, c'est la région et l'ADEME. D'ailleurs, je voyais un beau logo de l'ADEME qui finance l'ALEC, c'est très bien comme ça. Donc, on est en train de faire des travaux pour maintenant se faire du chaud et du froid à base des agropelés. Alors, les agropelés, c'est quoi? Vous connaissez tous les pelés bois. Petit pelé bois qu'on peut acheter chez Castorama, mais ou même chez Auchan, il y a des sacs. Hein. Bon, ce pelé bois, en termes de bilan carbone, on peut faire mieux parce que généralement, il vient soit de Russie ou de Canada. Et la proposition que vous avez formulée par IDEX, c'est sur le même format que les pelés bois, sont des agropelés. Donc, ce sont des granulés, pour faire simple, qui sont produits à base donc, de coproduits agricoles, donc des résidus de paille, de maïs, en fonction des circonstances, et aussi des, qui peut aussi être issus de la vigne, qui sont produits dans un rayon donc, de 150 km autour de la centrale. Ces agro-pelés sont acheminés par voie ferroviaire au sein donc, de notre centrale de Courbevoie pour être brûlés. Comme c'est une première, et c'est quelque chose à grande échelle, il a fallu faire des tests. En France, la combustion n'est pas forcément quelque chose de spontané. La géothermie, c'est mieux. Bon, sauf que ça marche pas chez nous. Puis, vu les puissances, il fallait inventer autre chose. Donc, nos amis de IDEX sont allés dans les pays scandinaves pour faire des tests de fumée. Ça a été une belle aventure. À titre personnel, je ne suis pas allé. Hein. J'ai vu les conclusions qu'on a délivrées en son temps à l'autorité chargée d'agréer notre process industriel. Hein. On a pris toute notre part à ce parcours du combattant. Ça y est, c'est fait. On a eu le dossier d'agrément, les travaux sont en cours. Donc, ces pelés sont produits dans un rayon, je vous l'ai indiqué, donc de 150 km autour de la centrale de Courbevoie, sont acheminés par wagon. Et ensuite, quand vous brûlez, vous avez des cendres. Hein, et ces cendres retournent à la terre. Donc, le cercle est plutôt assez vertueux. Quand je dis c'est novateur, c'est novateur en termes de puissance. Je crois me rappeler que la production actuelle d'agropelés, c'est 20 000 tonnes par an. Pour nous, il en faut 30 000, bon, à peu près. C'est ça l'ordre d'idée. Donc, notre concessionnaire s'est organisé pour l'acheminement, s'est organisé pour l'approvisionnement. Et tout ça devrait le premier feu devra intervenir dans les mois qui viennent. Ça veut dire quoi aussi en termes de prise de conscience du dérèglement ou du changement climatique? Ça veut dire que par rapport à ce qu'il a été fait pendant des années, c'est une économie de 50 000 tonnes de CO2 en moins par an. C'est une économie aussi pour les particuliers de TVA, avec une TVA à taux réduit. Voilà. Et je le dis aussi, on est en discussion, les tarifs du gaz sont devenus prohibitifs, voire quelquefois fous, délirants. Hein. L'agropelé, qui n'a pas forcément encore de cotation à l'heure où on parle, est beaucoup moins volatile en termes de tarifs que les énergies précédemment citées. Même le pelé bois atteint des tarifs quasi historiques. Donc, c'est aussi un choix technique et un choix financier qui, à cette heure, nous paraît opérant. On est, quand bien même, on est sur le quartier d'affaires. On a, je vous l'ai indiqué, à peu près 12 000 logements. Pour toute crise, c'est un accélérateur de tendance. Hein. On a vu, hein, le Covid a été un accélérateur de tendance sur bien des sujets. Je crois qu'on n'aurait jamais eu autant de pistes cyclables s'il n'y avait pas eu le Covid. La crise énergétique fait que voilà, les uns et les autres se disent maintenant on va se connecter, quoi. On va se connecter, on regarde les gros réseaux de chaleur,
comment sont-ils constitués, quelle est l'énergie. Rencontré ce matin une ville qui a un réseau de chaleur au gaz, les factures explosent. Voilà, on regarde comment on peut faire dans l'esprit des citoyens, et puis tout ça, ça coûte de l'argent. Mais l'idée, c'est de miser sur le long terme et d'avoir des énergies propres. En tout cas, c'est le souhait des élus qui dirigent donc le syndicat. Donc voilà, Générea donc est basé à Puteaux, hein, au centre de Puteaux, juste à côté du siège donc de Paris-Ouest Défense. Je vous rassure, on a le souci de la sobriété. Hein. Général, c'est une petite équipe avec deux collaboratrices, votre directeur général qui fait ça en cumul d'activités, avec quelques techniciens qui sont aussi en cumul d'activités. Mais on est en. Je dois avouer, moi, je suis pas technicien de formation. Donc mais je me suis plongé dans cet environnement, dans ces activités, avec beaucoup d'enthousiasme. Les enjeux sont colossaux. Et puis, quand on sert dans la sphère publique en général, on ne se pose pas la question de savoir si on est utile ou pas. Et quand on traite des sujets liés au réseau de chaleur, on a la réponse. On est utile et on doit être utile. Voilà. Donc, c'était le sens du message que je voulais vous délivrer ce soir pour plus de précision, de qualification technique de nos installations. Frédéric Joseph est la personne la mieux placée pour présenter notre process industriel. Je vais rester un petit peu avec vous, mais j'ai aussi une autre réunion à un moment. Je vais m'absenter. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Et merci à l'ALEC pour à la fois cette initiative et cette invitation. Merci beaucoup, Monsieur Lemel. Merci beaucoup. Je vais donc effectivement passer la parole à Monsieur Frédéric Joseph d'IDEX La Défense, qui va entrer effectivement plus dans le détail. Bien, bonjour à tous. Effectivement, merci Mustapha et merci François de cette présentation. Donc, effectivement, comme François Lemel l'a dit, je représente la direction. Je suis le directeur général d'IDEX La Défense en charge du réseau de chaud et de froid. Principalement, on est ici pour parler de chaud, mais je suis à votre disposition s'il fallait parler de froid. Le réseau, alors en revanche, Mustapha, on voit pas très bien. C'était peut-être, enfin, c'est un peu petit pour moi en tout cas. Je vais zoomer. Ok, sinon. Alors, tac. Je vais le remettre en grand écran. Voilà, parfait. Donc le réseau, François Lemel l'a rappelé, il est né un petit peu comme le syndicat. Hein, c'est une émanation du syndicat certainement. J'étais pas né en 1965 et puis en 67 avec le développement du quartier d'affaires. Donc il couvre en chaud l'ensemble qui est compris à l'intérieur du boulevard circulaire, hein, ce périmètre historique du quartier d'affaires. Et puis il s'est étendu au gré des développements, d'abord vers la préfecture avec sur cette longue avenue toutes les constructions qui ont pu se développer, et puis en périphérie du boulevard circulaire avec l'extension du quartier d'affaires sur Puteaux et sur Courbevoie. On peut aussi noter deux opérations modernes, récentes, intéressantes hors du périmètre historique, qui sont la participation à l'aménagement de la transformation de l'écoquartier des Bergères, donc dans une technologie récente, moderne, basse pression, basse température, adaptée aux nouvelles constructions, donc en partenariat avec la ville de Puteaux qui propose ce développement. Et puis, dans le cadre du réaménagement de cette partie du département, de cette partie des villes, compris un petit peu entre la Défense et la Seine, hein, où on pouvait passer de New York à des quartiers moins bien, enfin avec une grosse diversité dans les quartiers. Donc il y a la rénovation de l'écoquartier des Grous qu'on accompagne et qu'on va chauffer, et qui se trouve effectivement là en haut du côté de Nanterre. Qui se trouve aussi hors périmètre et qui est le résultat de discussions entre cette fois-ci PLD,
et la ville de Nanterre et le syndicat et donc IDEX La Défense. Voilà pour cette présentation. Alors, on l'a dit, premier quartier d'affaires d'Europe, vous le savez. Donc, je ne vais pas revenir forcément, 45 000 étudiants quand même, hein, un certain nombre de logements, 180 000 salariés, voilà, des dizaines des milliers de mètres carrés de commerce, de bureaux, des millions même, 3,84, hein, on parle de 4 millions, des chambres d'hôtel. Enfin, c'est l'équivalent de plusieurs grandes villes de province pour lequel il faut assurer le chauffage. Et évidemment, la climatisation. Alors, pour juste préciser, le froid se transporte un petit peu moins bien que le chaud. Vous comprenez qu'on part à 4 degrés en sortie de centrale et on revient à 10, 12, 14 suivant la performance de nos clients. Si on devait la transporter un peu loin et arriver et perdre 1 degré ou 2 au passage, on arriverait à 5, 6. C'est la limite au-delà de laquelle on ne sait plus produire de l'air frais. Donc, on a vraiment une limite dimensionnelle sur le réseau de froid. C'est pour ça qu'on le partage avec un autre réseau pour la partie côté Seine de la Défense qui est opéré par nos confrères de EDF Delca. Voilà, bon, alors là, il y a très peu de choses à dire, on peut passer, hein, c'est la fiche d'identité du réseau. L'objet, évidemment, produire, distribuer, livrer de la chaleur, c'était des choses simples. On pourrait rajouter produire dans les meilleures dispositions RSE, distribuer au plus près des besoins et livrer de la chaleur avec une qualité de service performante. Évidemment, aujourd'hui, on travaille dans le respect de l'environnement et on est concerné, alors depuis 2015, mais depuis je pense depuis moi qui suis dans ce métier depuis 30 ans, ça fait bien 20 ans que on a pris conscience, nous les énergéticiens, du besoin de préserver l'environnement et de proposer des améliorations, des projets, des technos, des technologies, hein, on dit des technos entre nous, mais des technologies nouvelles, renouvelantes. Et donc aujourd'hui, on en est à l'agropellet. Donc le suivant. Voilà quelques obligations, les grands principes. On a une obligation de conformité, on a une obligation d'égalité de traitement. On est contrôlé par le syndicat et ses conseils. On a une obligation de qualité, un fonctionnement 365 jours par an. On réalise tous les travaux et on prend en charge les frais, les risques du concessionnaire. Donc ça, c'est le propre de la délégation de service public à la française. Qui est rarement comprise par les étrangers, mais c'est un service public opéré par une société privée, donc en délégation, avec les mêmes obligations. On y arrive très bien. Voilà, comme un petit peu le définissait tout à l'heure François Lemel pour Généria, vous voyez les périmètres et les différents périmètres en grand bleu, c'est le périmètre de compétences de Généria. Et puis après, en vert, notre réseau de chaud, et le petit bleu, c'est le réseau de froid dont je parlais tout à l'heure. Le réseau Hoche, Enerbiosa, vous le voyez en haut, qui est une belle référence pour, à mon avis, les futurs développements de réseaux de chaleur. Ce genre de gros réseaux, comme on peut les voir aussi dans les villes nouvelles, à Cergy, à Saint-Quentin, à Saint-Denis, quand Saint-Denis a été reconstruit, ont été possibles dans les années 60 avec cette expansion et cette obligation de construire des logements vite, régler ce problème du mal logement. Aujourd'hui, on est à plutôt chercher à travailler au niveau d'un quartier, d'un renouvellement de quartier, donc un éco-quartier, et puis proposer un petit réseau. Je pense que plusieurs petits réseaux dans certains développements, ça pourrait être une façon de faire évoluer les réseaux de chaleur. Donc le quartier Hoche, c'est une belle petite réussite, je trouve. Ensuite, alors, quel est le slide suivant, Moustapha? C'était la même. Hop. Voilà, quelques chiffres. Le réseau, vous le voyez
dans son développement, donc avec des 20 ou 30 kilomètres, suivant qu'on soit sur le froid, sur le chaud. Il a été construit autour de la centrale historique, 142 mégawatts chaud. C'est là qu'on entreprend les travaux de verdissement. Mais on a aussi, en début 2002, commencé à construire une deuxième centrale sur le territoire de Nanterre, en prévision, en secours de la première, pour permettre une mixité de nos énergies la plus performante, et puis aussi pour anticiper, et je pense que compte tenu de l'ouvrage, les pionniers qui ont décidé cette construction étaient clairvoyants, un peu comme ceux qui ont décidé l'Agropollet. On est prêt à soutenir tous les développements et tous les nouveaux aménagements qu'ont proposé ce périmètre et ces quartiers. Donc 142 mégawatts chaud et 180 oui. Alors les deux centrales, on va le voir sur le slide suivant, sont reliées par un tunnel. Donc cette petite partie rouge qui ressemble à pas grand-chose sur ce schéma, il faut savoir que c'est près de 3 km de tunnel construit en tunnelier à 20 mètres de profondeur pour relier les deux centrales. C'est à ma connaissance assez unique aussi. C'est des choses qu'on voit quand on travaille dans le routier, dans le ferroviaire, hein, les métros le font. Peut-être que l'assainissement aussi est capable de créer un collecteur d'égout dans cette technique, mais des réseaux de chaleur, normalement, eh ben, on part de la surface, on ouvre les routes, on pose nos tubes et on referme, on refait la route le mieux possible, et puis on se développe de cette façon. Alors CPCU, par exemple, la compagnie parisienne de chauffage urbain, le plus gros réseau de France, avait fait ce choix aussi, mais c'est presque 10 fois, allez, au moins 6 fois le réseau d'IDEX La Défense, donc une très très grosse infrastructure, avait choisi de s'installer à Saint-Ouen, en bordure de Paris, et d'alimenter le cœur de Paris par un tunnelier. Bon, voilà, donc il faut rendre peut-être à CPCU ce qui est à CPCU. C'est pas si unique que ça, mais on doit être deux. Voilà, le projet Agropelay, vous le voyez, François Lemel vous l'a bien décrit. On a fait le choix. Alors, entre nous, si j'étais l'ingénieur, je dirais que c'est une fausse bonne idée, mais en revanche, je ne la regrette pas, de récupérer deux chaudières qui avaient été cocoonées, donc en prévision d'autres développements. On n'en avait plus besoin, on les avait mises de côté. Récupérer une voie ferrée qui avait alimenté dans les années 60-70 les installations au charbon, puis au fioul, puis au fioul sans soufre, puis elle s'était arrêtée. Et puis parce qu'on avait remplacé notre mix, on n'avait plus besoin d'être alimenté en train, mais elle existe, elle avait été préservée et maintenue. Et puis on a aussi choisi de ce fait de prendre la place de 3 cuves, gigantesques cuves à fioul existantes dans une infrastructure pour stocker notre pellet et le conditionner et le préparer. Donc en fait, on a récupéré 3 actifs différents qui étaient prêts, qui étaient pas prêts à fonctionner, mais qui étaient existants. L'ingénieur dont je vous parlais tout à l'heure, il vous dirait que c'est plus facile de construire sur un champ vierge une installation nouvelle que de moderniser en plein centre d'une agglo ce genre d'équipement. Mais encore une fois, je l'assume, c'est très juste et c'était très malin de le faire. Donc voilà, entre 20 000 et 40 000 tonnes par an. Voilà le process. On va recevoir des pellets par train. En complément, il y aura quelques camions. C'est un vrai partenariat. Alors, peut-être qu'un jour, vous ferez une webconférence dessus. Le ferroutage, enfin, le fret ferré en France n'est pas encore assez développé et c'est pas aussi simple qu'on peut le dire. C'est extrêmement compliqué. Voilà, il a fallu qu'on investisse en amont sur une plateforme pour conditionner, remplir nos trains. Il fallait que cette plateforme elle soit connectée aux voies. Et puis ensuite, il faut trouver un créneau. Et je peux vous dire que pour amener un train à la Défense, il y a un peu de monde qui est un peu plus prioritaire que nous. C'est vous et moi qui sommes les usagers de tous les réseaux. Et puis alors la Défense, je pense que ça va être un des endroits de France où il y a plus de lignes entre le RER, le métro, enfin non, plus de lignes SNCF, donc plutôt
tous les trains, un peu le RER, effectivement, la ligne Éole. Donc, c'est extrêmement compliqué, mais vous verrez, voilà, le schéma, on va stocker. Ensuite, on va broyer ces pellets, hein, les pellets que vous voyez sur la photo d'avant et que vous avez en tête, qui sont exactement la même forme que des granulés alimentaires pour les animaux ou les pellets de bois. Cette poudre, on va la stocker et on va la brûler en lieu et place d'un fioul ou d'un gaz. Donc, en fait, les injecteurs de notre brûleur qui injectait du gaz mélangé avec de l'air et une flamme produisait la chaleur et la flamme. Et aujourd'hui, ça va être une poussière de ces agropellets, donc une techno très très fine que maîtrisent les Scandinaves. Hein. C'est un brûleur d'origine scandinave qu'on a installé. C'est effectivement en Scandinavie qu'on est allé faire des tests et on va produire cette chaleur. Voilà la circularité du projet. Effectivement, on essaye d'être. Alors, la filière n'existe pas, elle n'existe pas ou peu. On l'accompagne et on est aujourd'hui un des plus gros acteurs, quasiment le seul, parce qu'il y avait il y a des petites installations qui brûlent anecdotiquement en pionnier en France des agropellets. Nous, on a choisi d'industrialiser la démarche et on s'est associé avec un industriel de l'agroalimentaire hein, qui nous propose un produit donc en lien avec les agriculteurs. Ils récupèrent des coproduits qui ne sont pas réutilisés, qui pas ou peu. Là, par exemple, les prochains, ceux qu'on a lancés, ça va être à partir du tourteau et de la coque de tournesol principalement, mais il y aura aussi des compléments. Il y a une recette particulière qui est maîtrisée, qui a donné lieu à une certification de type Calice. Donc tous les produits sont identiques et conformes à, je vais donc reprendre ce terme, la recette de l'inventeur. Hein. Donc on a au moins cette certitude de brûler toujours à peu près le même produit. Il faudra considérer qu'il est quand même vivant, qu'il est capable d'évoluer, qui changera suivant si on le conserve longtemps. Et le fond de stockage sera sûrement moins énergétique que les nouveaux en haut. Bon, tout ça, on va apprendre à gérer. Et puis, donc, on le brûle, on chauffe. Et au final, comme souvent mais c'est aussi très compliqué, pour les biomasses, c'est aussi vrai pour le bois, c'est certainement aussi vrai, je connais moins, mais pour le pellet de bois, on a un produit fatal final qui sont les cendres sous foyer, un petit peu comme le faisaient nos grands-mères, avec une petite recette qu'elles avaient en propre. Elles le posaient sur leur géranium et ça rapportait les minéraux. Il faut savoir qu'effectivement, les cendres sous foyer, donc celles qui restent dedans, elles ont conservé les minéraux qui étaient à l'origine et donc c'est un apport. Il ne faut pas en mettre trop, sinon on tue, évidemment, mais intelligemment, 3 tonnes à l'hectare, on peut proposer en réintrant ce produit fatal. Cette filière n'existe pas non plus, elle est compliquée à mettre en œuvre, mais on va l'accompagner. Malheureusement, il y a aussi les cendres volantes qui sont captées. Donc tout ce qui part dans la cheminée, enfin avant qu'elle arrive dans la cheminée, elle passe par tout un process de filtration extrêmement performant. On est contraint par la direction régionale de l'environnement, les DREAL, donc la DRIE dans le 92, à respecter non pas simplement la réglementation et les normes, mais les meilleures techniques disponibles. Parce que plutôt que de changer tous les 6 mois les normes et les taux admissibles en émission, ils ont préféré, ils ont eu raison, mettre en place, imposer que les développements respectent les meilleures techniques disponibles. Donc, on est juge et partie, on doit apporter la meilleure technique disponible. Donc, on est allé voir ce que faisaient nos voisins scandinaves, suisses. On leur dit, ils arrivent à ça et on va s'engager à ça, qui est 10, 20, 30% en dessous de la norme. On a instruit le projet en ce sens. Et donc, la filtration, comme souvent dans la combustion de biomasse, c'est une partie aussi importante que la combustion en elle-même. Là, François Lemel parlait de 40 millions. Bon, je pense qu'on est plutôt à 30 plus 10. Il y a 10 millions investis dans l'environnement
pour remettre aux normes un petit peu toutes les installations périphériques que la DRIE n'a pas manqué de nous rappeler. Et puis, à une trentaine, peut-être plus, peut-être moins, on fera le bilan en fin de chantier. Pour le process, et ben, dans ces 30 millions, il y en a 10, 12 au moins dans la filtration et le process pour maîtriser la qualité de la combustion. Voilà. Alors, production de froid, je ne vais pas vous en parler. On produit du froid à Alençon, mais ce n'est pas l'objet. C'est ça. Je vous dirai comment on fait du froid. Et on fait du froid et du chaud aussi, mais bon, ce n'est pas l'objet. Voilà, Monsieur on a Joseph, 300 MW installés. Monsieur Oui. Joseph, je me fais mettre du temps, juste pour dire que voilà, il reste quelques minutes, donc pour voir Bon, si. et ben voilà, des chiffres que vous pourrez avoir. Je ne vais pas les commenter. J'ai dit le principal. Voilà ce qu'on suit. On essaye d'avoir un taux de NR au-delà de 50%. Les 54, c'était une année bonne. On fait mieux parce qu'on utilise aussi du biogaz. On a un coffre froid global de 3,32, mais on n'en parle pas. C'est le rendement chaud 88. Voilà, c'est autour de 90, c'est plutôt pas mal. Et le contenu CO2, 91 grammes. Et puis, un petit planning, effectivement, voilà, le passé, les différents investissements. Vous voyez qu'à peu près tous les 2 ans, le concessionnaire, voilà, 17 millions pour le tunnel, 34 millions pour la centrale, voilà, une dizaine de millions en 2011, 2014, quelques millions, 10 millions aussi, les tours adiabatiques, les tours aéro-réfrigérantes. Il y a marqué 1,8 million, je pense que ce sera 12. Et puis la biomasse, il y a marqué 20, c'est donc entre 30 et 40. Ça, c'est l'avis Et je fais de la cogénération, on fait de la cogénération d'électricité dans la centrale. On en a fait pendant 12 ans et on repropose aussi ce service. Donc, là aussi, permet une production d'électricité extrêmement performante, à plus de 85% de rendement global. Voilà notre mix énergétique. Donc, retenez ce terme, c'est pas mixte, c'est mix. EDF en a. EDF, c'est, on le lit, 70, 75, 50% de nucléaire et puis après d'hydroélectrique, du renouvelable par ailleurs et un peu de cycle combiné au gaz. Et ben nous, on a une thermofrigo-pompe où on récupère la chaleur, on fait du froid, on récupère la chaleur. Le biofuel, qui est aussi un produit issu de l'agroforesterie. C'est un produit fatal d'une industrie française qui, à partir du pain des Landes, extrait de la chlorophylle et raffine ce qui lui reste et nous le propose en substitution du fuel. Du biométhane, c'est une filière que j'aime défendre. Je vous laisserai voir, mais quand vous vous promenez en France, vous voyez des espèces de gros chapiteaux verts gonflés. Ce sont les paysans qui laissent en putréfaction, qui est le vrai terme, tout un tas de végétaux ou d'autres, et puis récupèrent un gaz qui est du CH4 une fois qu'il est dépollué de son soufre. Et puis le gaz naturel, voilà, qui reste encore à 46 sur cette vue-là, mais qu'on va faire baisser puisqu'on va lui substituer de l'agropolène. Et je crois que c'est terminé. Voilà, nos objectifs santé, sécurité, at first, chapeau de tout et de la performance. Voilà. On avait, il me semble, alors ça c'était les clients, il y avait pour les mémoire, partenaires. Et nos partenaires, vous les voyez, PLD est là, peut-être qu'il va falloir que je rajoute Paul alors. Hein. Oui, Della, il manque celui de l'ALEC, effectivement. Paul Della, là, pareil. Oui, Paul Della. Voilà. Et juste, il y avait donc. Alors, il faut rendre à Samy Kocheda ce qui lui appartient. C'est une présentation que lui a remis à jour et il est notre responsable commercial. Il est évidemment disponible pour chacun. Voilà, donc pour bien être sûr, donc si une copropriété est intéressée ou veut avoir des informations, ils font un mail où ils appellent Monsieur Kocheda et d'accord. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Je vais enlever le PDF et je vais relancer la présentation. Hop. Tac. Alors, juste en termes de, oui, je vous en prie. de timing, parce qu'un petit peu comme François Lemel, je vais aussi devoir m'absenter. Est-ce que vous préférez aller au bout et proposer des questions et je risque de ne plus être là? Ou est-ce que vous voulez modifier un petit peu et qu'on passe aux questions? Je ne sais pas. Monsieur Callot?
Oui, Est-ce que j'ai les questions, parfait. on peut les poser rapidement. Il y en a eu trois posées là, durant votre présentation, Monsieur Joseph. Oui. Alors, je les ai sous Euh, les yeux. C'est pourquoi avoir choisi les pellets sur Enerbiosa voilà. Hoche plutôt que la géothermie? Alors, sur Enerbiosa Hoche, c'est pas des pellets, c'est des plaquettes forestières. C'est donc du bois issu de la forêt, encore une fois, et qui n'a aucun autre usage. Donc, c'est pas un bois pris. Le bois, c'est un produit noble, hein. On fait d'abord des poutres, ensuite des planches, ensuite de la pâte à papier, et à la fin, euh, on le brûle. Donc non, il n'y avait pas non plus de possibilité géothermique à ce moment-là sur ce quartier. Faites-vous de la cogénération? Je l'ai dit, on a une turbine à gaz qui produit 10 mégawatts pendant tout l'hiver. Elle va démarrer le 1er novembre. Et donc cette électricité, pensez que, bon, elle ne va pas aller très loin, hein, l'électron, il va là où on le consomme. Eh bien, voilà, il y a 5 000, 10 000, 15 000, je ne sais plus, il faudrait regarder, habitants plutôt de Nanterre, du coup, de la Garenne, qui sont alimentés par de l'électricité produite localement. Il y a 10% de pertes dans les réseaux électriques. Donc nous, eh ben, on les évite. Sinon, l'électricité, elle viendrait de Paluel ou du Loiret, d'une centrale qui est à 200 km. Donc on en produit. Y a-t-il des contraintes sur les émetteurs? Alors, chauffage, dont haute température, moyenne température, sol chauffant, basse température. Alors ça, c'est la technologie secondaire. Nous, en fait, on amène l'essence dans le moteur. Après, eh ben, il peut y avoir des moteurs de camion, des moteurs de tracteur, mais un petit moteur Ferrari, c'est toujours la même essence qui est brûlée à peu près, mais c'est jamais la même techno. Donc on l'amène en sous-sol, elle rentre à 80, 100, 110, jusqu'à 170 degrés au maximum, là, quand il fait moins 15, et puis on la récupère avec 80 degrés de moins, et entre-temps, bah, elle a été utilisée. Donc je pense que les sols chauffants basse température, par exemple dans un développement d'écoquartier, euh, ça peut, c'est une bonne solution pour permettre d'avoir un réseau basse température, ce qu'on met au Grou et dans l'écoquartier des Bergères. C'est de la basse température. Donc oui, oui, il faut que le primaire et le secondaire, c'est ce qu'on appelle, nous on est le primaire, et puis derrière, il y a un exploitant secondaire qui met en œuvre une techno pour chauffer, et ben se parlent pour être le plus performant possible, bien sûr. Alors, le prix de l'énergie par rapport au gaz, le gaz, il a été à 8 euros. C'était pas il y a 100 ans, c'était en août 21. Il est à 180 euros. Donc, c'est une situation plus qu'atypique, complètement dingue. Ce serait, par comparaison, voilà, l'essence a été à 1 euro, elle serait à 17 ou elle serait à. Bon, on parlerait de choses complètement dingues. On arrêterait, toutes les voitures seraient à l'arrêt, on serait en train de se dire comment on fait. Donc, on est en train de vivre ce changement de paradigme complètement fou. La géothermie, l'agro-pellet, bah, il a augmenté parce qu'il y a beaucoup d'énergie aussi, parce qu'il faut le former, il faut retirer l'eau qui est à l'intérieur, hein. C'est un produit extrêmement sec. Et puis il faut le transporter. Donc tout ça, ben, on a subi cette inflation. On a sûrement aussi subi le fait que c'est un produit qui vient en substitution d'une énergie chère. Donc le vendeur se dit, bah, pas de raison que j'augmente pas un petit peu mes prix, mais pas dans la même proportion. On est à moitié prix. Je pense qu'on pourrait être à moitié prix en agro-pellet par rapport au gaz. 10 mégawatts de cogénération, en fait, on récupère 18 mégawatts de chaud. Donc, on produit 10 mégawatts d'élec et on récupère 18 mégawatts de chaud. On pourrait. Moi, je commence le 1er novembre, ma saison. Je peux vous dire que si on reste dans ces températures-là, je ne vais pas trop savoir quoi faire de mon chaud. Donc, je pense au contraire qu'elle est extrêmement bien dimensionnée au regard de ce que je peux faire de la chaleur. Bon, normalement, en novembre, il fait froid. Donc, j'ai jamais trop de problèmes pour évacuer 18 mégas. Mais là, il fait 30 degrés dehors. À Biarritz, 20 ici. Je suis en chemise. Fenêtre ouverte depuis ce matin. Si on reste comme ça, je ne vais pas savoir quoi faire de mes 18. Donc, c'est un outil qui est bien dimensionné pour un chauffagiste. Si j'avais été électricien,
Si j'avais les gens qui ont installé cet équipement ont pensé au chauffage, ils n'ont pas pensé à la rémunération. Si j'avais pensé finance, j'aurais mis une 40 MW au prix où se vend l'élec, mais on aurait un autre rendement et ce serait moins intéressant. Rien ne dit que les agropelés soient cotés. Ils ne sont pas cotés, malheureusement. Il y a très peu de choses qui sont cotées. Il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait un marché. Même le gaz, il n'y a pas assez de marché pour qu'il y ait une représentation. Et puis, vous le lisez, le gaz, il y a une plateforme à Zeebrugge sur lequel arrive du gaz de Norvège, du gaz d'Angleterre, le gaz russe et puis parfois des méthaniers. Ça fait 4-5 mélanges et ça permet d'avoir une cotation, mais même ça, elle n'est pas juste et ça n'a pas permis de maîtriser le marché. L'agropelé, il n'existe pas. Il n'y en a pas. Donc, pour l'instant, on est soumis au prix que peut faire, mais un peu comme le pellet de bois aussi et la plaquette. Il n'y a pas de cotation. Là. Est-ce qu'il y a des projets d'agrandissement possibles? Monsieur Joseph, c'était la dernière question, Pardon. question de timing. Est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler le contact si jamais les copropriétaires sont intéressés? Bien sûr, n'hésitez pas à m'appeler moi ou Sami Kocheda, dont je n'ai pas en tête le téléphone, mais il pourrait Moustapha pourra vous le proposer à chacun. Hop. Attends, je vais relancer. Hop. Et c'était la dernière. Bon, je descends tout en bas. Non. C'est trop complexe, je suis allé trop vite. Un petit peu. Voilà, le voilà. Tac. Le voilà, Sami. 01 41 45 04 24. sami.kocheda@ibex.fr. Voilà. Merci. Hop. Voilà, du coup, je vais vous laisser. Merci de votre invitation. Merci à vous, monsieur. Pas, si vous avez d'autres questions, à me les transmettre et je pourrai répondre directement. Avec grand plaisir. À bientôt, monsieur Joseph. Au revoir. Au revoir. Alors, avant de passer à l'OPA, juste petit complément d'information. Si vous voulez savoir si vous êtes concerné par ce réseau de chaleur, je vous invite à aller sur France Chaleur Urbaine. Donc c'est le site public qui permet de référencer les réseaux de chaleur. Donc vous tapez sur un moteur de recherche France Chaleur Urbaine, de mémoire c'est .gouv.beta. Mais allez, une seule version existe, mais regardez bien s'il y a bien le .gouv dessus. Vous indiquez votre adresse et ça vous indiquera très simplement si vous êtes concerné ou non par ce réseau ou par un autre si vous êtes dans une toute autre commune. On continue donc la présentation pour parler de l'OPA, donc l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de Colline-la-Défense par Manon Sauvage d'Urbanis, qu'on remercie également d'être présente aujourd'hui avec nous. Merci, bonsoir à tous. Donc effectivement, ma présence ce soir pour présenter l'OPA. On peut dérouler la slide. Nous avons fait une présentation en 4 temps pour déjà vous expliquer ce qu'est une OPA. Quels sont les acteurs mobilisés dans une OPA, donc une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Vous spécifiez le périmètre et bien entendu, quels sont les travaux concernés dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Quelles sont les subventions mobilisables, pour quelles personnes et bien entendu nos contacts. Alors, qu'est-ce qu'une OPA? Donc, en introduction, nous avons mis le lien vers une vidéo que nous diffusons en assemblée générale notamment ou envers les copropriétaires. Je vais vous laisser découvrir. Vous êtes propriétaire ou copropriétaire d'un logement, à Puteaux ou à Courbevoie? Vous aimeriez gagner en confort et réduire vos factures? Eh bien, c'est le moment d'agir. Paris-Ouest La Défense lance une grande opération d'amélioration de l'habitat. Elle comprend un accompagnement gratuit et même des aides financières pour vos travaux de rénovation. Parce qu'avec quelques changements, tout le monde est gagnant. Remplacer vos équipements ou effectuer des travaux d'isolation ou de mise aux normes, c'est plus de confort en toute saison, une meilleure accessibilité des espaces et moins de dépenses énergétiques. C'est bon pour vous et pour la planète. Et pour concrétiser vos idées de rénovation, des experts de l'habitat vous aident à définir votre projet et vous apportent des conseils thermiques et financiers. Ils vérifient que les devis proposés sont bien éligibles à l'opération, puis ils estiment le montant des subventions
et vous aide dans le montage de votre dossier. Une fois votre projet approuvé par les financeurs, vos travaux peuvent commencer et doivent être réalisés par des professionnels habilités si cela concerne l'économie d'énergie. Ainsi, vous participez à améliorer le cadre de vie du territoire et à le rendre plus respectueux de l'environnement. L'objectif ? Améliorer environ 4500 logements situés dans le périmètre de l'opération. Parce que rénover, c'est s'engager. Donc, je vais détailler ce qui a été présenté. Vous êtes sur la diapositive suivante. Effectivement, ce qu'on vous explique, donc c'est qu'UNOPA, c'est vraiment un dispositif qui dure 5 ans, qui a pour objectif d'accompagner autant les copropriétaires que les propriétaires de logements individuels, donc appartements ou maisons, vers des travaux le plus ambitieux possible, mais aussi pérennes. Et donc, pour renforcer l'ambition de ces travaux, mais aussi accompagner les personnes les plus modestes, il y a des subventions qui sont mises en œuvre. Donc, on peut continuer à dérouler la présentation. Donc, il y a différents acteurs, donc notamment financiers. Donc, comme acteur financier, effectivement, donc il y a Paris-Ouest La Défense qui a mis en place cette OPA, en étroite collaboration avec les villes de Courbevoie et de Puteaux. Il faut savoir que l'OPA, c'est un dispositif qui est sous convention avec l'Agence nationale de l'habitat, qui est cofinancé donc par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui est aussi donc un organisme financeur qui verse des subventions pour les travaux et qui est également dans le cadre d'une NOPA. Dans votre département des Hauts-de-Seine, il y a des aides financières qui sont possibles pour les propriétaires individuels, des aides individuelles du conseil départemental. Qu'on peut dérouler. Nous, Urbanis, on est une société privée qui a été missionnée donc, par POLD pour animer cette OPA. Donc, animer une OPA, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on accompagne les copropriétés et les propriétaires dans la définition d'un programme de travaux qui soit éligible à des subventions. Donc, on ne se substitue pas à un maître d'œuvre qui reste nécessaire dans les travaux de copropriété, mais ça veut dire qu'on vient en appui des copropriétaires dans leurs échanges avec le maître d'œuvre pour s'assurer qu'ils arrivent à un programme de travaux qui soit à la fois éligible à des subventions, mais aussi supportable pour les propriétaires, puisqu'effectivement, si on a des programmes de travaux trop chers au vu des subventions qui seraient proposées, le programme de travaux ne pourrait pas se faire. Urbanis propose également des conseils personnalisés qui sont gratuits. Donc, des conseils personnalisés, ce sont des visites techniques donc, qui permettent effectivement de faire un premier point sur l'état du bâti, des évaluations énergétiques qui permettent de voir si effectivement, d'un point de vue énergétique, la copropriété, le logement remplit les conditions nécessaires aux demandes de subvention et des simulations de subvention, avec l'objectif derrière d'élaborer ce qu'on appelle un plan de financement. Donc, c'est simplement le plan de financement, le montant de subvention et de reste à charge par rapport à des travaux. Et donc, ça, on le fait à l'échelle de la copropriété quand ce sont des travaux de copropriété ou à l'échelle du propriétaire quand ce sont des travaux individuels. Donc, nous, l'accompagnement, effectivement, il se fait donc en amont de la réalisation des travaux jusqu'au paiement, versement des subventions. Donc, on est vraiment là à toutes les étapes du projet. On est là sur un périmètre donné. Donc, effectivement, nous vous avons mis le périmètre qui correspond en fait au secteur de la défense, qui a été élargi dans un deuxième temps au secteur donc, de la colline, que vous voyez, c'est la pointe à gauche qui a été ajoutée. Ce qu'il faut avoir en tête, ce qu'on tenait à vous dire, c'est que pour les rues qui sont en limite de périmètre, par exemple l'avenue Léonard de Vinci, les deux côtés de la rue sont concernés par l'OPA. Donc c'est à titre d'exemple, mais ça fonctionne pour toutes les rues en limite de périmètre. Donc, dans la suite, effectivement, ce qu'on vous explique, ce sont les travaux qui sont concernés par l'OPA. Alors, c'est une OPA énergétique. Ce qui veut dire que la priorité, effectivement, ce sont les travaux d'économie d'énergie. Donc, ce sont les objectifs les plus importants de cette OPA. Pour les logements, effectivement, Paul demande un minimum d'économie d'énergie qui soit de 25%. C'est-à-dire que quand la copropriété va faire son programme de travaux, donc tout à l'heure, effectivement, ce qui était dit, travaux par exemple d'isolation des murs,
de la toiture, du plancher haut des caves, changement des menuiseries aussi. Il faut qu'avec les travaux que vous souhaitez faire, vous atteigniez les 25%. Si ce n'est pas le cas, nous, lors de la visite technique donc, qui est faite par notre thermicien, on regarde si, donc, avec votre projet de travaux, vous avez les 25%. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on regarde si on peut vous proposer des travaux complémentaires pour atteindre ces 25%. Pour les copropriétés, l'objectif est plus ambitieux, il est de 35%. Donc pareil, ce sont les mêmes types de travaux qui seront concernés, mais effectivement qui devront être plus ambitieux. Dans cette OPA énergétique, il y a quand même d'autres objectifs, donc d'accompagner notamment les copropriétés qui souhaitent rendre leur immeuble plus accessible, donc pour les personnes en situation de handicap notamment. Donc ça peut être par exemple mettre une rampe, ça peut être mettre un monte-escalier, vraiment des travaux d'accessibilité en partie commune. Il y a également un accompagnement possible pour les propriétaires donc dans les logements, donc des propriétaires qui sont en perte d'autonomie, en lien avec l'âge, en lien avec un handicap. Donc d'adapter, par exemple, ça peut être adapter une salle de bain. Un propriétaire qui a une baignoire, la baignoire c'est plus possible pour ce propriétaire-là d'entrer dans cette baignoire-là. Il est possible, effectivement, nous, qu'on l'accompagne pour installer une douche. Après, il a bien entendu des objectifs en termes de dégradation du logement. Donc, par exemple, si le logement a des dégradations ponctuelles, donc il est possible effectivement de faire une demande dans le cadre de l'OPA. Donc, c'est bien voilà, pour les propriétaires et les copropriétaires qui sont dans le périmètre qu'on a présenté. Si par exemple, il y a du plomb accessible, notamment dans les parties communes, le plomb, on peut le retrouver par exemple dans les peintures qui s'écaillent en partie commune. Des fois, on en retrouve sur les rampes. Donc, effectivement, à partir du moment où il est attesté qu'il y a du plomb qui est accessible en partie commune, on peut effectivement accompagner la copropriété dans une candidature dans l'OPA pour effectivement bénéficier de subventions. Donc, et de même, dans le cas de vétusté, de dégradation, les bénéfices de l'OPA, effectivement, bien entendu, réduire ses factures énergétiques, valoriser son bien immobilier. On sait qu'effectivement, là, à présent, dans les recherches de logement, c'est vraiment l'étiquette énergétique qui prime, notamment avec les changements de législation. Gagner en confort en été comme en hiver, bien entendu. Et également, en termes de conscience écologique, c'est extrêmement important quand on en a la possibilité de réduire le plus possible sa consommation. Bien entendu, tout le monde n'en a pas la possibilité, d'où cette OPA, effectivement, pour accompagner ces travaux de transition. Les aides dont je parle, donc elles sont à la fois collectives. Donc, dans les copropriétés retenues, il y a des aides au syndicat des copropriétaires qui sont accordées à tout le syndicat des copropriétaires et qui sont derrière réparties au tantième. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, si une personne a 10% des tantièmes dans la copropriété, elle aura 10% des subventions collectives. La seule condition, c'est d'être propriétaire d'un logement privé. C'est-à-dire que s'il y a un organisme de logement social dans une copropriété, elle ne pourra pas bénéficier de subventions. Ce qui a été ajouté, ce sont des aides individuelles pour les propriétaires occupants éligibles. Donc, c'est sous condition de ressources et d'occupation. Donc, l'idée, c'est de se dire, les copropriétés, grâce donc, à leur investissement, grâce aux subventions, vous votez des programmes de travaux très ambitieux. Mais l'idée n'est pas de perdre des propriétaires qui seraient plus modestes, qui seraient par exemple des personnes retraitées ou dans une situation difficile. Donc, pour ces personnes-là, effectivement, sous condition de ressources et d'occupation, on pourra solliciter des aides, donc les aides dont je parlais tout à l'heure, auprès de Paul, auprès de l'ANA, auprès du conseil départemental. Et pour les propriétaires qui souhaiteraient faire des travaux dans leur logement, donc qu'ils soient propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, il existe également des aides donc, qui sont individuelles et qui sont, voilà, comme je le disais tout à l'heure, dépendantes du gain énergétique, du statut d'occupation pour les propriétaires occupants, voilà, notamment un engagement du propriétaire occupant à vivre dans son logement pendant au moins 6 ans après le versement de la subvention. Pour les propriétaires bailleurs, c'est différent, c'est sous condition de ressources du locataire et de plafond de loyer. Donc, il y a un conventionnement nécessaire avec l'ANA. Si des personnes dans l'Assemblée souhaitent des renseignements plus précis, je donnerai nos contacts en fin de présentation pour que vous puissiez nous contacter directement et qu'on puisse répondre aux questions individuelles. On a quand même précisé dans cette présentation vraiment le dossier, le parcours de service qu'on propose. Donc là, ce sont toutes les étapes. Donc, par exemple, pour un propriétaire qui souhaiterait faire des travaux dans son logement,
nous avons mis toutes les étapes entre le premier échange qu'on aura avec vous, donc qui sont effectivement la délivrance des premières informations. On vérifie avec vous votre éligibilité. On constitue déjà un premier dossier administratif. Alors, dit comme ça a l'air très long, mais pas du tout. C'est vraiment, on liste avec vous quel est votre profil, à quelle aide vous pourriez prétendre. D'accord, donc à partir de là, on voit quels documents on vous demande. Dès qu'on les a, on dépêche notre conseiller technique qui fait l'évaluation dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est dans le cadre d'une travaux d'économie d'énergie, ou dans l'équipe, on a également une ergothérapeute. C'est des travaux d'adaptation, effectivement, qui vient et qui fait une analyse du logement et du besoin. À partir de la visite, vous avez un rapport de conseil qui vous permet de réaliser des devis. Sur ces devis que vous nous adressez, on vérifie l'éligibilité du devis. On recherche les subventions les plus importantes possibles. Avec votre accord, on dépose un dossier de demande de subvention. Vous réalisez vos travaux. On vérifie effectivement que les travaux ont été réalisés conformément à ce qui avait été déposé en termes de demande de subvention, que les factures correspondent bien aux devis. Et à partir de là, on peut demander le versement des aides. Nous vous avons spécifié effectivement que les travaux ne doivent pas démarrer avant que vous ayez un accord des organismes financeurs. C'est vraiment une des conditions très importantes. Et les subventions également sont versées à la fin des travaux. Sous condition, nous pouvons mobiliser des avances de certains financeurs, mais ça, c'est vraiment un cas par cas. Donc, l'idée de vous montrer aussi, c'est un accompagnement sur mesure, que ce soit la situation de chacun. Il y a un accompagnement différent qui est fait. Pour les copropriétés, c'est un petit peu différent. Pour les copropriétés, effectivement, il y a un appel à projet. Donc, c'est un appel à projet pour les copropriétés du périmètre que nous avons présenté tout à l'heure. Donc, le premier contact ressemble à peu près à ce qu'on vient de préciser. Donc, premières informations qui sont recueillies souvent, ce sont des conseillers syndicaux ou les syndics qui nous contactent. Donc, dans un premier temps, on s'assure que la copropriété est bien dans le périmètre de l'opération. On s'assure qu'on est sur un programme de travaux qui soit éligible a priori, avant effectivement de demander les premières pièces au syndic. Les pièces, ce sont des pièces majoritairement comptables. Donc, ce sont des pièces que tous les syndics ont très facilement. Certes, c'est du travail en plus pour les syndics, mais ce n'est pas quelque chose de lourd. L'idée de ce dispositif, c'est que ce soit justement le plus possible porté par l'urbanisme pour ne pas rajouter du travail aux syndics, aux conseillers syndicaux. Donc, bien sûr qu'il y a un investissement nécessaire, mais l'idée, c'est qu'il y ait le plus de délégation possible. Donc, nous, une fois qu'on a étudié ces pièces, de la même façon, on dépêche notre conseiller technique qui, là, par contre, aura besoin de documents techniques faits par un maître d'œuvre, par un thermicien qui aura fait un audit énergétique. Donc, ça, ce sont des pièces qui sont nécessaires. Quand on a ces éléments-là, on les présente en comité de sélection. Et c'est le comité de sélection qui valide effectivement la candidature des copropriétés. Et donc, suite à ce comité de sélection, le process jusqu'au vote en assemblée générale est le même que pour toute copropriété. Ça, c'est vraiment indifférent qu'il y ait une OPA ou pas. Mais c'est dès que la copropriété choisit son maître d'œuvre, vote son programme de travaux. Nous, on est là en accompagnement pour voir si le programme de travaux est effectivement éligible à des subventions. On est là pour réfléchir à ce qui serait supportable pour la copropriété, au vu notamment de sa situation financière, du nombre de copropriétaires. Et donc, on accompagne jusqu'au vote de travaux, donc de s'assurer effectivement que chaque copropriétaire a bien compris le programme de travaux. On envoie une simulation de subvention à chaque copropriétaire. Donc, on fait une enquête d'éligibilité que chaque ménage reçoit chez lui, ou grâce aux réponses que vous nous faites, en fait, on peut vous dire si oui ou non vous êtes éligible à des subventions individuelles. L'idée, c'est que vous arrivez en assemblée générale, vous savez quel est effectivement le montant des travaux, à combien on estime vos subventions, et après le vote, on fait les montages de dossiers avec vous, on dépose ces dossiers-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas à aller taper à la porte de chaque financeur, nous on centralise et on fait les demandes. Et pareil, à la fin des travaux, on vérifie les factures, on sollicite les versements des subventions, on s'assure effectivement de leur versement. Pour les travaux en copropriété, il y a des préfinancements, donc des subventions collectives qui sont réalisées. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel on rentre dans le détail avec les copropriétés. Vous avez nos coordonnées dans la diapositive suivante, où nous, ce qu'on propose, c'est effectivement donc des permanences, alors qui sont sur rendez-vous, les jeudis après-midi, les vendredis matins. Ce sont des permanences qui sont à Puteaux et à Courbevoie. Et bien entendu, vous pouvez nous contacter. Donc, vous avez le numéro de téléphone, vous avez notre adresse mail.
On vous reçoit également donc, à la Maison de l'OPA, qui est basée à Courbevoie, qui est très près de la sortie de métro Esplanade de la Défense. Donc, on vous reçoit sur rendez-vous. Donc, on reçoit autant les propriétaires que les copropriétés. Donc, on propose notamment des réunions où on détaille plus en détail l'accompagnement possible, les travaux éligibles, on répond aux questions individuelles. Donc, ça, pareil, c'est sur rendez-vous. On peut imaginer des réunions en présentiel, en visio, les deux sont possibles. Alors, je vois une question. Si je peux commencer à répondre à la question. Oui, on y passe directement à la session questions-réponses. Je vous en prie. C'est quelque chose, effectivement, je n'ai pas détaillé, mais bien aussi les performances énergétiques. Donc ça, c'est à l'échelle, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui est demandé pour les copropriétés qui ont plus de 50 lots pour s'assurer, quand c'est un projet de travaux d'économie d'énergie, que vous avez la possibilité d'avoir ces 35% d'économie d'énergie. Si vous ne l'avez pas fait, effectivement, il est possible de le faire dans le cadre de l'OPA. Donc, dans ce cas-là, vous candidatez à l'OPA. On fait une première analyse des pièces, on voit s'il est pertinent ou pas de vous conseiller de candidater dans l'OPA. À partir du moment où vous êtes accepté dans l'OPA, vous pouvez faire votre diagnostic pour attester des 35% d'économie d'énergie. Ce que je n'ai pas dit en revanche, c'est que pour ce diagnostic, si vous ne l'avez pas encore fait, il est possible de bénéficier d'une aide de POLD et sous condition aussi d'une aide de la métropole du Grand Paris. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Après, pour les copropriétés qui ont moins de 50 lots, c'est notre conseiller technique qui vient dans la copropriété et qui gratuitement fait ce qu'on appelle une évaluation énergétique. Donc l'évaluation, elle est vraiment utilisable dans le cadre de l'OPA pour les demandes de subvention. Donc c'est quelque chose qui se limite à cette utilisation-là, mais qui vous permet déjà de voir si oui ou non vous aurez les 35, et donc si oui ou non vous souhaitez candidater à l'OPA. Merci. Très bien. S'il n'y a pas de questions, je vais clôturer le webinaire en vous remerciant, Madame Sauvage, pour cette présentation. Ce webinaire sera, après montage, mis sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, à le partager, parce que le but, c'est qu'au-delà du direct, il puisse également être diffusé pour servir de socle d'information, que ce soit pour l'OPA ou que ce soit pour le réseau de chaleur à Courbevoie, Puteaux et Nanterre. On en aura d'autres webinaires sur les autres réseaux de chaleur, donc ça arrivera dans les prochains mois. Vous serez bien sûr informés et recevrez les invitations. N'hésitez pas également à diffuser ces invitations. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je dis au revoir à Damien Callot et je vous dis à demain. Et voilà, merci à tous. À bientôt.